Bonjour à toutes et à tous. Ceci est la 4e vidéo que je réalise pour médiatiser le combat que je mène depuis bientôt 3 ans contre le harcèlement moral dans l'éducation nationale. Et c'est la raison pour laquelle je me considère comme une lanceuse d'alerte. Je reprécise aussi le sens du petit dessin qui est sur la pancarte que je tiens. Donc je le montre bien à la caméra pour que vous puissiez lire ce qui est écrit. Donc, obéir, c'est trahir, et désobéir, c'est servir. Cette devise est l'une des résistantes et résistants qui ont lutté contre l'occupant allemand en France de 1940 à 1944, mais elle et il ont dû lutter aussi contre les collabos de Vichy. Et si vous avez remarqué, il y a une croix de Lorraine en dessous de la devise, donc c'était le signe que cette résistance-là était celle du général de Gaulle. Donc je considère en tant que lanceuse d'alerte contre le harcèlement moral dans l'éducation nationale aujourd'hui et contre les dysfonctionnements qui existent dans le système de prévention et de lutte contre le harcèlement moral, je considère aujourd'hui qu'il est nécessaire de faire nôtre cette devise. Et quand je dis de faire nôtre, c'est-à-dire je me considère comme une fonctionnaire d'État qui a pour mission essentielle de défendre le service public. Et dans mon cas, puisque je suis professeure en documentation depuis bientôt 28 ans et je suis fonctionnaire d'État, donc dans mon cas, ma mission de service public, c'est d'apporter à tous les enfants de la République française, mais aussi aux enfants qui viennent de l'étranger et qui habitent en France, de leur apporter un enseignement de qualité, le meilleur enseignement possible, quelles que soient les facilités financières de leur famille, de leur apporter le meilleur enseignement possible, de leur apporter l'esprit critique, de leur apporter des connaissances, afin que ces enfants, plus tard, deviennent des adultes, citoyennes et citoyens, que personne ne pourra écraser ni exploiter. Et pour cette 4e vidéo, je suis toujours en compagnie de mes 2 mousquetaires préférés, qui sont de l'autre côté du téléphone portable. Donc il y a Dominique, la filmeuse, qui est devenue une technicienne hors pair. Et il y a aussi une autre Dominique, de l'autre côté, qui, elle, va en quelque sorte me servir de partenaire d'entraînement aujourd'hui, puisque elle est infirmière de profession et elle va m'aider à mieux vous expliquer les conséquences médicales du harcèlement moral. J'ai dit une fois, en 2016, ouais, c'était le 6 octobre 2016, et j'étais face à 3 inspecteurs du rectorat, vous imaginez, 3 inspecteurs du rectorat de Reims face à moi, et je leur ai dit que le harcèlement moral avait une caractéristique commune avec le viol. Ça paraît très bizarre, et les 3 inspecteurs ont réagi un petit peu de façon... je comprends pas, quoi, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, les victimes de harcèlement moral ne sont pas crues, en général. La caractéristique du harcèlement moral, par rapport à un coup de couteau qu'on vous donne, c'est d'être invisible. Donc, la première... quand les victimes commencent à en parler, non, non, tu te fais des idées, non, mais les actes dont tu parles ou les agissements, on peut les interpréter autrement, oh ma pauvre, tu es parano, mais enfin bon, c'est toi qui as une personnalité ingérable, enfin, voilà. Donc, ne pas être cru. Ensuite, comme pour le viol, la difficulté à réunir des prétendues preuves du harcèlement. Et comme je l'expliquais juste avant de tourner à mon amie Dominique, la filmeuse, en fait, il n'y a pas besoin de preuves vraiment matérielles et avérées. Il est besoin de réunir un faisceau d'indices concordants et cohérents et vraisemblables pour pouvoir justifier d'un harcèlement moral. Et la 3e caractéristique commune que je vois avec le viol, c'est les conséquences psychologiques. Un viol, évidemment, est une agression physique. Et lorsqu'il est commis dans des conditions de brutalité extrême, il peut laisser des dégâts physiologiques dans le corps d'une femme, ou d'enfant, bien sûr, fille ou garçon. Mais ça laisse aussi des séquelles psychologiques très très graves. Et c'est le cas du harcèlement moral. Mais comme ces séquelles psychologiques, par nature, sont dans la tête, donc elles sont invisibles à l'entourage proche,
voire aux adversaires qui nient la véracité du harcèlement, voire aux amis qui pourraient et qui voudraient peut-être aider, mais qui ne savent pas comment prendre comment dire, cet ensemble d'agissements hostiles, par quel bout le prendre, parce qu'il n'est pas physique. Voilà. Et donc, avec mon amie Dominique, qui est infirmière et qui connaît la question, elle va me poser des questions et cela va m'aider à vous expliquer cet aspect invisible du harcèlement, c'est-à-dire les conséquences psychologiques. Voilà. Donc Dominique, je te fais confiance et je suis prête à répondre à tes questions. Avec plaisir, Jocelyne. Je crois savoir que tu n'es pas sortie tout à fait indemne de cette Alors Dominique est en direct, c'est la première fois, c'est pour ça que... Mais on ne va pas couper parce que on respecte le direct. Donc Jocelyne, je crois que tu n'es pas sortie tout à fait indemne de cette épreuve du harcèlement moral dont tu as été victime dans l'éducation nationale. Peux-tu nous parler des retentissements psychologiques que tu as subis et cela a-t-il nécessité une prise en charge? Alors, je vais commencer par la deuxième partie de la question, c'est-à-dire la prise en charge. Je vais montrer ce dossier. Voilà, j'espère qu'on le voit bien à l'écran. Donc ce dossier s'intitule « Conséquences médicales du harcèlement moral ». Et à l'intérieur, j'ai rangé tous les documents dont j'ai eu besoin pour faire la déclaration. Donc il y a toutes ces chemises-là. Donc j'ai eu besoin de tous ces documents pour faire 3 déclarations d'accident de service. Et je vais montrer un autre document aussi. Dans la première vidéo que j'avais faite avec Arnaud Dumouche, le professeur belge que j'étais allée voir en Belgique le 23 janvier dernier, j'avais dit que j'avais subi un premier harcèlement moral en 2013. Oui. Voilà, 2013-2014, c'était dans l'Académie d'Orléans-Tours. Eh bien, ce document, c'est l'ensemble des visites que j'ai dû faire auprès du CMP de Dreux et des urgences de l'hôpital de Dreux. Donc j'ai rencontré à ce moment-là, à partir du 19 décembre 2013, j'ai rencontré une infirmière en psychiatrie, un psychiatre et une psychologue. Et je les ai rencontrés donc à partir de décembre 2013 jusqu'en juillet 2014. Non, jusqu'en octobre 2014. Voilà. Donc pendant toute cette période, eh bien, c'est la première fois de ma vie que j'ai dû prendre un antidépresseur. C'est aussi la première fois de ma vie que j'ai eu vraiment besoin de parler à des personnes qui pouvaient m'écouter et qui pouvaient comprendre ce que je ressentais. Et si je n'avais pas eu à l'époque cet accompagnement par 3 personnes, eh ben, je serais tombée, comme j'ai l'habitude de dire, dans le gouffre de la dépression. Et ça, pour moi, comment dire, je pense que quand tu me poses la question est-ce que j'en suis sortie indemne, eh ben là, c'est très difficile pour moi en fait d'expliquer, de revenir à cette période-là et d'expliquer ce que je ressentais. En gros, c'est comme si ça me replongeait dans le même état. Et donc, le harcèlement moral de 2013-2014, je m'en suis sortie parce que à l'époque, j'ai fait ce que font la plupart des personnes qui sont harcelées, c'est-à-dire j'ai, entre guillemets, fui. J'ai demandé ma mutation dans une autre académie et j'ai demandé une année de disponibilité pour convenance personnelle. Donc ça m'a permis de me reconstruire. Mais ce que j'ai vécu à ce moment-là, ça m'a en quelque sorte permis, comme on dit, une femme avertie en vaut deux, ça m'a permis de moins souffrir lors du 2e et du 3e harcèlement. D'accord, je comprends. Voilà. Mais le retentissement, je ne peux pas trop dire, à part dire que je pleurais, j'avais mal à la tête parce que j'avais la tête pleine de boue et de haine, j'arrivais pas bien à dormir, il fallait que je discute énormément pour pouvoir me soulager, il fallait que je trouve absolument du soutien. À part dire ça, je ne veux pas le dire
très précisément, sauf à des médecins et du personnel soignant. C'est très difficile de l'expliquer à quelqu'un de l'extérieur. Mais je sens très très bien l'émotion qui te traverse au moment où tu nous parles. Et peux-tu nous dire en quelques mots, quelques phrases, quel changement ça a occasionné pour toi et ton entourage, cette épreuve? Alors, un changement très très net, c'est une méfiance absolue. Et lorsque je suis obligée de me mettre au combat et que ça envahit environ 80-85% de mon temps, j'ai besoin de pouvoir en parler à des personnes autour de moi, de ne pas en parler tout le temps, mais d'avoir des moments où je peux en discuter. Et si je ne parviens pas à avoir ces moments-là, je suis très irritable. Et ça m'a été confirmé par les différents psychologues que j'ai vus. Cette irritabilité, c'est-à-dire cette difficulté à maîtriser son humeur, et cette difficulté à accepter que des personnes proches ne puissent pas être disponibles au moment où j'en ai besoin. Voilà. Ça, c'est... Et la méfiance, alors là, n'en parlons pas, c'est... Je veux dire, maintenant, je me méfie de tout le monde et je veux des preuves. Quand je rencontre des personnes qui me sont sympathiques, qui me témoignent de la sympathie et qui se disent prêtes à m'aider, je les crois pas jusqu'à ce que ces personnes me donnent une preuve. Et là, ce que toi Dominique, ce que vous faites pour moi là, c'est une preuve. Voilà. Mais j'ai besoin maintenant de preuves. Je ne peux pas me contenter de paroles. C'est impossible. Jocelyne, est-ce qu'on pourrait dire que ta combativité, ta niaque, te vient de cette épreuve que tu viens de traverser? Non. Je me suis rendu compte en 2000. La plupart des personnes qui sont harcelées, depuis que j'ai commencé à me défendre, j'ai fait beaucoup de recherches documentaires, mais j'ai aussi cherché par YouTube beaucoup de témoignages. Et j'en ai trouvé, aussi bien de témoignages de victimes que des témoignages de personnels soignants qui ont étudié le harcèlement moral. Par exemple, la psychiatre Marie-France Rigoyenne ou le psychiatre Christophe Dejour. Et je me suis, à chaque fois, j'ai retrouvé ce paramètre qui est que 80-90% des personnes commencent par être noyées par l'incompréhension. C'est-à-dire, mais que m'arrive-t-il? Mais pourquoi cette personne agit-elle ainsi envers moi? Que se passe-t-il? Est-ce mon travail? Est-ce moi qui dois me remettre en cause? Que se passe-t-il? Je ne comprends plus rien. Voilà, ça, quasiment toutes les personnes passent par un stade d'incompréhension et se remettent en cause elles-mêmes et culpabilisent énormément. D'accord? Alors, moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Et je pense que, donc le premier c'est en 2013-2014, donc j'ai compris tout de suite que c'était une volonté délibérée de la part de ma hiérarchie de me punir pour avoir dénoncé une malhonnêteté qu'avait fait le principal de mon collège. Donc ça, je l'ai compris tout de suite. Et donc, mes adversaires étaient identifiés. Donc je ne suis pas passée par cette période d'incompréhension et de remise en cause personnelle. Par contre, je suis passée par une période d'incompréhension en ce qui concerne le harcèlement horizontal, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, c'est-à-dire que des collègues avec qui jusqu'à présent j'entretenais de bons rapports, soit se détournent de moi et ne veulent surtout pas m'apporter aucune aide, soit, pire encore, soit de mèche avec la hiérarchie pour m'enfoncer. Et ça a pris énormément de temps pour que je comprenne les motivations de ces individus. Donc, ma combativité, elle existait déjà au départ. J'ai l'habitude de dire que j'étais abonnée au monde diplomatique à 20 ans. Donc, ça existait déjà au départ. Et je pense que ça m'a sauvée pour justement ne pas tomber dans la dépression, dans ce trou abyssal de la dépression où j'aurais pu tomber en 2013-2014. Voilà. Je pense que ça m'a sauvée à ce moment-là. Ouais, c'est clairement exprimé. Après avoir vécu le harcèlement moral au travail, certaines personnes s'effondrent ou se taisent. Toi, Jocelyne, dirais-tu que tu t'es forgé une armure, une carapace pour te protéger, pour te défendre? Dirais-tu que tes collègues aient pu être mal à l'aise face à ta combativité, ton regard de ressources?
Oui, 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 je le dirai, je le dirai. Et là aussi, c'est une chose qui m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre. Euh, En 2013-2014, quand j'ai dénoncé publiquement, après l'avoir fait en interne, la malhonnêteté du principal du collège qui avait manipulé les notes d'une épreuve du brevet, je me suis aperçue avec stupeur que la 18 personnes dans mon dos avaient signé un papier pour soutenir le principal et pour dire que l'histoire des arts s'était très bien passée. Parmi ces 18 personnes, il y en avait 8, il y en avait 10 qui n'avaient pas participé à l'histoire des arts. Donc ça veut dire qu'il y avait 10 personnes qui avaient menti pour soutenir le principal. Eh bien, dans les semaines qui ont suivi, je me suis aperçue, et une amie qui m'aidait me l'a fait comprendre encore mieux, parce qu'elle était plus âgée que moi et elle était près de la retraite, donc elle avait plus d'expérience. Je me suis aperçue qu'en gros, ces personnes formaient une sorte de cabale contre moi. Et en effet, l'année suivante, donc l'année scolaire 2013-2014, ces personnes, en fait, se sont soit détournées totalement de moi, soit se sont montrées hostiles envers moi, parce qu'elles ne supportaient pas que je continue à combattre. Voilà, elles ne supportaient pas. Et mon ami, c'est mon ami âgé, c'est pas moi qui l'ai compris, c'est mon ami âgé qui s'appelait aussi Dominique, comme quoi il y a... Donc, cet ami m'a fait comprendre qu'en fait, le simple fait que je veuille rester moi-même, comme je l'ai mis sur mon t-shirt là, et que je veuille lutter pour mes droits et pour la justice, ce simple fait-là dérangeait énormément des personnes qui, mises dans la même situation, se seraient, comme tu l'as dit, soit effondrées, soit se seraient autocensurées. Voilà. Ça les dérange énormément. Pour moi, ça a été vraiment une découverte très dure intellectuellement et moralement, parce que je me suis dit, ces gens, mais ils n'ont pas de courage, quoi. Voilà. Et quelque part, ces gens-là ne sont pas entiers. Voilà. Ces gens-là ne sont pas entiers. Soit ils sont troués, soit ils se bâillonnent eux-mêmes, mais ils ne sont pas entiers. Ils se protègent peut-être aussi, ils ont la trouille, peut-être. C'est ce que j'appelle, pour moi, avoir la trouille, tu vois, trouée. Voilà. Avoir la trouille, c'est quelque part être troué. Et d'ailleurs, le mot trauma, en grec, ça veut dire troué. Ça veut dire ça. Mais évidemment, comment dire, toute personne peut avoir des trous dans son image d'elle-même à cause de ce que la personne a vécu dans l'enfance. Ça, tout le monde le sait. Mais quand même, je veux dire, dans l'éducation nationale, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Et oui, là, c'est un problème de civisme et d'engagement. On est, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, nous sommes des fonctionnaires d'État. Nous sommes au service du public. Comme toi, Dominique, si tu es infirmière, tu es dans la fonction publique hospitalière. Je veux dire, on est au service du public. Donc, on a une morale propre à notre fonction. Voilà, et on doit absolument la respecter. Et la faire respecter autour de nous si on voit des gens qui maltraitent cette morale ou qui la piétinent. Voilà. Je sais que tu souhaites éveiller les consciences à propos du harcèlement comme celui dont tu as fait l'objet. Et je comprends que tu voudrais lever l'omerta sur le harcèlement dans l'éducation nationale notamment. Espères-tu inciter ainsi d'autres personnes qui subissent ce harcèlement à parler publiquement? Tout à fait, oui. Et ça, c'était quelque chose que j'avais déjà dit dans la première vidéo que j'ai tournée en Belgique avec Arnaud Dumouche. J'avais parlé d'une personne, d'une collègue à moi, qui a été harcelée par la principale du collège de Grandpré dans les Ardennes au printemps 2016. Donc cette principale s'appelle Nathalie Aulas-Beaufray. Puisque j'ai commencé à la combattre le 1er juillet 2016 en portant plainte contre elle, j'ai quand même obtenu gain de cause, puisque la rectrice a été obligée de la déplacer déjà de ce collège. Elle l'a mise l'année suivante dans un collège de la Marne. Et, bizarrement, cette année, cet individu a disparu de l'annuaire académique. Voilà, donc j'ai écrit un courriel à la rectrice en lui demandant « Où est Nathalie Aulas-Beaufray Où a-t-elle disparu ?» Voilà. Et donc cet individu, nuisible,
avait harcelé une autre personne que moi au printemps 2016. Elle avait harcelé une personne qui s'appelle Géraldine Vitry, qui était la gestionnaire. Et c'est une personne avec laquelle je m'étais tout de suite bien entendue dès mon arrivée au collège de Grand-Pré en septembre 2015, parce que c'était une personne, en gros, j'ai l'habitude de dire, qui s'était élevée à la force du poignet. Elle avait commencé dans sa carrière en étant emploi jeune. Enfin, tu te rappelles, nous avons le même âge. Oui. Tu sais ce que c'est, les emplois jeunes. Tout à fait. Donc, elle avait commencé comme emploi jeune, d'accord? Et ensuite, elle avait peu à peu grimpé les échelons. Elle avait travaillé dans la filière universitaire, à l'université de Reims. Elle avait toujours eu de bonnes notations professionnelles. Sa compétence s'était agrandie au fil des années. Elle avait une conscience professionnelle énorme. Elle avait toujours eu de bonnes relations dans son équipe, parce que c'était une personne serviable, sympathique, enfin vraiment quoi, une bonne personne, voilà. Et donc, elle, quand Nathalie Oulas-Moffret est arrivée par intérim le 14 mars 2016 au collège de Grand-Pré, elle, comme dans ta question précédente, lorsqu'elle a commencé à subir le harcèlement de Nathalie Oulas-Moffret, Géraldine Vitry, elle s'est repliée sur elle-même, elle a culpabilisé, elle n'osait en parler à personne. Et moi, elle m'en a parlé parce qu'elle avait confiance en moi juste au début de juin 2016. Alors que ça faisait déjà 2 mois que ça durait. Et donc, elle n'a pas osé porter plainte comme moi. Elle est venue avec moi. Moi, j'ai porté plainte le 1er juillet 2016, c'était un vendredi. Et elle est venue avec moi à la gendarmerie parce que je devais remettre un document. Elle est venue avec moi à la gendarmerie le dimanche 3 juillet parce qu'elle voulait des informations de la part du gendarme. Donc, je sentais qu'elle avait quand même une petite envie de faire cette démarche, de riposter, de combattre. Mais elle n'en avait pas la force. Et au cours de l'été 2016, elle s'est en quelque sorte encore plus effondrée. C'est comme une implosion. Elle s'est effondrée psychologiquement au point que, et ça je le sais de son mari, avec qui je continuais à avoir des relations, donc à l'été 2016, elle a été hospitalisée à Charleville-Mézières pendant 5 jours parce que elle était tombée dans une sorte de catalepsie. Elle était totalement ensuquée, elle était un peu comme dans le coma, avec 41 de fièvre. En effet, ça a eu des conséquences énormes. 41 de fièvre. Et son mari m'a dit plus tard, en septembre, quand on s'est reparlé, il m'a dit, c'est comme si elle se laissait mourir. Oui, voilà. C'est effectivement des symptômes. Voilà. De la Et donc, dépression. Géraldine, alors moi j'ai fait, pour Géraldine, j'ai fait, je crois, 35 signalements aux autorités académiques de Reims, qui bien sûr n'en ont rien eu à faire, mais au CHSCT. Tout à l'heure, Dominique, tu parlais du CHSCT justement, donc je l'avais appelé à l'aide, et j'ai signalé aussi le cas de Dominique. J'ai signalé aussi au procureur de la République. Eh bien, Dominique, donc, avait dit au rectorat qu'elle souffrait. Elle ne parlait pas de harcèlement moral parce qu'elle n'osait pas, mais elle avait dit qu'elle souffrait. Et donc, elle avait été reçue au rectorat le 30 juin 2016. Et elle avait simplement demandé, elle avait quand même pleuré ce jour-là, et elle avait simplement demandé une autre affectation pour ne plus être face à sa harceleuse. Le rectorat n'en a rien eu à faire, bien sûr, et donc ils n'ont pas changé d'affectation. Donc, Géraldine Vitry, à l'heure où nous parlons, elle est en congé de longue maladie depuis le 22 août 2016. Oui. Et donc, c'est aussi pour elle que je me bats. C'est-à-dire, Géraldine n'a pas pu, parce qu'elle s'est effondrée, d'accord ? Elle n'a pas pu m'apporter son témoignage, elle n'a pas pu déposer plainte elle-même, mais elle m'a dit une fois qu'elle avait un caractère de battante et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle n'y arrivait pas à riposter. Donc, moi, ce que j'espère, c'est qu'elle va sortir de sa maladie, j'espère, voilà. Elle a 4 ans, elle a un délai de 4 ans pour déposer plainte à son tour, donc ça lui laisse jusqu'en 2020, jusqu'en juin 2020. Et moi, ce que j'espère de tout cœur, c'est que si elle tombe sur mes vidéos, eh bien, c'est qu'elle me contacte, c'est qu'elle me dise « Jocelyne, je suis sortie du trou, et si tu veux bien m'aider, oui, je veux défendre mes droits, retrouver mon honneur, et je veux porter plainte contre Nathalie Oulas-Moffret. » Là, je serais folle de joie, quoi. Et la deuxième partie de ma réponse à ta question, c'est depuis que la première vidéo avec Arnaud Dumouche est parue, j'ai été contactée par 4 personnes. Un jeune homme qui m'a donné un témoignage dont je vais me servir, bien sûr, et 3 femmes
3 enseignantes qui m'ont contacté pour que je leur donne des informations et que je leur donne des conseils. Voilà. La dernière en date, pas plus tard que ce matin. Voilà. Donc oui, j'espère montrer. Tu me disais que les profs qui sont de mèche avec la hiérarchie ou qui sont trop trouillards, évidemment, celles-là et ceux-là ne vont pas venir vers moi. Et ma présence, au contraire, va les gêner. Mais moi, ce que je veux, c'est montrer aux personnes qui voudraient se battre et qui sont persuadées que l'administration est un gigantesque croque-mitaine qui va les avaler tout cru. Je voudrais leur montrer que c'est faux. Le pouvoir de l'administration, le pouvoir des hiérarques ne repose que sur l'ignorance et l'impuissance des subordonnés, c'est-à-dire nous. Et c'est aussi pour ça que je suis gilet jaune, comme toi. Le mouvement des gilets jaunes a montré que les subordonnés, à un moment donné, voulaient retrouver leurs droits et leur dignité et n'étaient plus subordonnés, mais devenaient sujets, acteurs et actrices de leur vie. Et donc, moi, ce que je veux par ces vidéos, c'est inciter des personnes à se dire « Oui, c'est possible de résister. Oui, c'est possible de se battre. Simplement, pour l'instant, je ne sais pas comment faire. » Parce que, évidemment, ça demande quand même d'avoir une panoplie d'armes à sa disposition. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais c'est possible et on obtient des résultats. Voilà. Moi, j'ai obtenu des résultats depuis le 1er juillet 2016. J'ai obtenu des résultats très positifs. J'ai forcé la rectrice à faire plusieurs choses qu'elle ne voulait pas faire. Donc, que la vérité soit enfin... Ah, pour l'instant, elle ne... Pour l'instant, de toute façon, c'est très simple. La rectrice sait que lorsque la vérité sera rendue publique et établie, soit au tribunal administratif, soit par une enquête lancée par le procureur de la République, la rectrice sait qu'elle va sauter. Donc c'est pour ça qu'elle recule le plus possible et qu'elle veut me faire taire. Mais, par exemple, je l'ai déjà obligée à me permettre de faire une année scolaire 2017-2018 dans le collège Louis Pasteur à Suippes dans la Marne, de faire une année scolaire parfaitement correcte et normale. Je l'ai obligée à faire ça. Parce que son intention, et j'en ai la preuve, le 12 juillet 2017, son intention était de faire expertiser mon aptitude aux fonctions d'enseignante, par un médecin expert à sa botte, bien sûr, et ainsi de me placer d'office en congé de longue maladie. C'est ça qu'elle voulait, Hélène Incel, en juillet 2017. Et lorsque j'ai compris ça, lorsque j'ai découvert sa manœuvre, donc j'ai découvert par un miracle le 18 octobre 2017, eh bien j'ai riposté tout de suite. Il m'a fallu 1 an de courriel et de courriel et de courriel, mais elle a dû abandonner. Finalement, la vérité, c'est pas suffisant. Ce que tu demandes, c'est la justice. Vérité, justice, le respect du droit. Respect des gens. Le respect des gens ne va pas sans le respect du droit. C'est impossible. C'est impossible. Il faut d'abord avoir dans l'esprit, il y a un droit, il y a des règles, il y a des lois, il faut les respecter. Voilà. Si on n'a pas cette mentalité dans la tête, alors ça conduit à des actes délictueux, comme ceux de Valérie Richard au collège Louis Pasteur de Suippes, comme ceux de Nathalie Aulas-Mauffret au collège de Grand-Pré, et comme ceux de Hélène Incel, rectrice de l'Académie de Reims, pour quelques semaines encore. Ça, je m'adresse à elle particulièrement si un jour elle regarde cette vidéo. Écoute, Jocelyne, je crois que tu as bien éclairé la lanterne des gens et même tous ceux qui doutaient qu'il puisse y avoir quoi que ce soit de louche dans l'éducation nationale et qui, de façon angélique, croyaient encore que cette administration était parfaitement intègre. Alors, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je vais justement remontrer à la caméra. C'est bon, Dominique? Donc, ce livre de Daniel Arnaud, qui est un ancien professeur, mais qui a démissionné de l'Éducation nationale quand il s'est rendu compte de ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que les hiérarques de l'administration nationale, en grande partie, ne respectant pas le droit, ont ce que je n'hésite pas à dire, une pourriture morale dans la tête. Voilà. Et la conséquence de leurs agissements délictueux, c'est que des personnes sont placées d'office en congé de longue maladie, demandent un congé de longue maladie pour se protéger,
ne réussissent plus après à redevenir professeurs, alors que c'était leur vocation, tombent en dépression, ou même se suicident. Voilà. Ça, c'est le résultat de la pourriture morale de la plupart des hiérarques de l'éducation nationale. Et un autre document qui est paru qui est passé dans le générique, donc je le montre bien, là, voilà. Donc c'est une plaquette de l'INRS. Vous voyez ici, il y a écrit INRS, donc ça veut dire Institut National de la Recherche sur la Santé. Et donc ce document est très très important parce qu'il vous montre que le harcèlement ici, fait partie de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. Autrement dit, RPS. Et ça, ce sont des mots que vous entendez peut-être depuis un certain temps dans le domaine de la santé et de la souffrance au travail. Les risques psychosociaux sont 3 catégories de risques qui existent dans toutes les professions, et notamment dans la fonction publique. Et ces risques, en gros, ce sont les risques externes, les risques internes de violence, dont fait partie le harcèlement moral, et puis le syndrome d'épuisement professionnel. Voilà. Donc je sache, dans l'éducation nationale, tu me contrediras si tu crois que c'est juste, oui. Il y a énormément de maisons de santé mentale. Alors ça, je ne sais pas. Tenues par la MGEN. Je ne sais pas. Arnaud Dumouche m'avait aussi posé la question et j'avoue que je ne sais pas. Je sais que la MGEN, donc Mutuelle Générale d'Éducation Nationale, tient des centres de santé, mais je n'ai pas... j'ai vu que dans la région parisienne, il y a un hôpital où justement ils font des consultations psychiatrie et travail. Je crois que c'est... La Verrière ? Je ne sais pas si c'est la Verrière. Celui dont je parle, il est à Pont-d'Ivry, au sud-est de Paris. Alors je ne suis pas sûre de la localisation de l'établissement, mais j'ai moi-même travaillé à la MGEN en tant qu'infirmière. Oui. Et je sais qu'il y avait plusieurs maisons de santé mentale en plus des cliniques de la MGEN. D'accord. Qui étaient là pour traiter tous les cas de dépression au travail d'enseignant. Oui. Oui. Alors, Dominique nous fait signe que, Dominique la filmeuse, nous fait signe que la vidéo va bientôt devoir s'achever. Donc, j'espère que les questions de ma partenaire et infirmière Dominique m'ont permis de vous expliquer quelles pouvaient être les conséquences psychologiques et médicales du harcèlement moral. Et j'espère que vous aurez compris, en effet, que sous l'apparence, de guerrière que je présente, parce que ça c'est absolument indispensable face à mes adversaires, et bien quand je suis seule dans ma chambre, c'est pas tous les jours youpi, youpala quoi. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et j'espère qu'avec mes co-mousquetaires, nous ferons encore d'autres vidéos pour vous alerter sur ce sujet. Voilà. Donc au revoir à toutes et à tous et à bientôt.